Bonjour tout le monde. Waouh, qu'est-ce que vous êtes nombreux. Waouh. Est-ce que tout le monde a bien mangé? Est-ce que vous avez pris votre café? Ouais, le déjeuner était bon. Est-ce que vous êtes motivés pour la présentation? Très bien. Bon, puisque vous êtes prêts, je vous présente Noémie, qui ne m'a pas donné beaucoup d'informations sur elle. Alors, voilà Noémie. Bonjour à tous. Je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans, un mec qui s'appelle Thomas, comme plein d'autres mecs. 2 enfants qui râlent beaucoup, principalement pour avoir à manger. Un chat, alors que j'avoue, j'aime pas trop les chats. Un trouble de la parole qui se voit pas. Et puis, je travaille dans l'informatique depuis bientôt 9 ans. Mais je vous épargne de vous dire ce que j'y fais, parce que ça ne vous intéressera pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de motivation au travail. Allez. Alors, déjà, je voulais faire... Oh là là, il y a une faute d'orthographe. Attendez, je recommence. Voilà, c'est moche. C'est parce que il y a une nouvelle version d'Office, là, c'est catastrophique, ça a changé toutes mes slides. Merci Microsoft. Ok, alors, donc étymologie. Motivation, j'ai regardé un peu sur Internet. C'est un dérivé de motiver, avec le suffixe ation, ça veut dire qu'il marque l'action de. Motiver, c'est un dérivé de motif, avec une désinence verbale en EER, qui forme le verbe à partir d'un nom. Motif, ça vient du latin motivus, ça va comme ça. Motivus, c'est un dérivé de motus, qui veut dire mouvement. Et là, il me manque un petit bout, mais on va aller à la suite. Motus, donc déverbal de movere, qui veut dire se mouvoir. Donc, on a cette idée de mouvement, et en fait, se motiver, c'est trouver la force de se bouger, pour résumer. Il existe 2 types de motivation. La motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque, elle concerne les facteurs extérieurs. Donc, du latin extrinsecus, extrin c'est hors et secus, voilà. Et la motivation intrinsèque, donc c'est intérieur, c'est ce qui vous est propre. Alors voilà, il y a une théorie qui dit que donc il y a des piliers qui composent la motivation extrinsèque. C'est une théorie qui vient du marketing, mais elle s'applique très bien à nos métiers. Ces piliers, ils vont peser dans la balance d'un collaborateur pour décider s'il reste ou s'il part de l'entreprise. Et ce qui motive vos collègues, on le sait tous, c'est l'argent. Il y a aussi vous, l'affect, la sympathie qu'on a pour nos collègues. Ça peut être aussi le confort. On a le train-train, c'est facile, c'est tranquille, voilà. La sécurité de l'emploi, ça nous rassure. Mais on peut aussi être motivé par la nouveauté, l'envie de changement, ou par l'orgueil, on me veut ailleurs. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est un peu les pieds d'un tabouret. Et quand le tabouret il a jusque 3 pieds, ça va. Quand il y en a moins de 3, ça commence à être compliqué de rester. Donc on va s'appuyer sur ces piliers-là pour savoir si on est bien là où on est ou s'il faut qu'on bouge. Il y a aussi la motivation intrinsèque. Donc ça, c'est ce qui définit votre identité. Vos compétences, vos intentions, vos valeurs, vos croyances, votre ambition, vos fiertés, vos espoirs, vos rêves, vos choix. Et les actions, nos actions, c'est le reflet de nos motivations intrinsèques. Jusqu'à ce qu'on rencontre un problème ou des problèmes et que le problème nous empêche de revenir à ce qui définit notre identité. Il se met comme un barrage entre les deux. Ça va
Je vous dérange pas? Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Hein. Je suis sérieuse, hein, je viens de finir mon premier chapitre. Ah bah voilà, il y a une personne qui part. 2. D'autres? En vous faisant cette proposition, j'ai fait appel à vos motivations. Extrinsèques, vous êtes assis là, c'est confortable. C'est trop tard pour aller voir un autre sujet, donc ça c'est plutôt la sécurité. Intrinsèques, peut-être qu'il vous reste de l'espoir dans ce que je vais raconter, du respect pour moi, oratrice d'un jour, ou de la pitié, ça marche aussi. Alors je vous propose qu'on recommence. Depuis le début. Je vais essayer de mettre un peu plus de volonté pour vous parler de motivation. Je vais essayer, en premier temps, de vous démotiver. Est-ce que je vais réussir à vous remotiver? On va voir ça ensemble et je propose à Nathalie de revenir me présenter. Alors bonjour tout le monde. C'était pas mal ça. Alors, Noémie, elle a 32 ans, son mec s'appelle toujours Thomas. Ses 2 enfants savent aussi sourire et lui faire rire. Son chat peut être aussi mignon. Elle n'est pas coach en motivation, elle est une personne simple qui travaille dans l'informatique, comme nous tous, et elle adore son travail. Elle serait ravie de vous en parler plus tard, si vous êtes intéressé de savoir ce qu'elle fait en dehors des conférences. Et surtout, elle avait gravement envie d'être là sur cette scène aujourd'hui. Alors, applaudissements. Noémie. Merci Nathalie pour l'intro. Alors, tout ce que je vous ai dit avant n'est pas à jeter, c'est la théorie. Dans la théorie, on a un aventurier, une carte, et à la fin, tout se passe bien, il trouve des trésors. Bon, ça c'est facile, la théorie. Dans la pratique, notre aventurier, il a surtout des emmerdes. Et à la fin, rappelez-vous le film, est-ce qu'il trouve vraiment des trésors? Pas vraiment. Alors moi aussi, je suis partie à l'aventure, sans carte, sans savoir si j'allais trouver ou non un trésor. Et je vous propose de vous raconter quelques histoires pour vous transmettre les richesses que j'ai trouvées en chemin. La première histoire s'appelle « La traversée des petits campagnols ». Alors, c'est des petits campagnols qui vivent dans une forêt. Au milieu de cette forêt, il y a un lac avec une île. Et les oiseaux qui volent, ils ont régulièrement l'occasion d'aller sur cette île et de leur dire « Hey, il y a trop plein de trucs à manger, c'est génial, mais vous ne pouvez pas y aller. » Donc les petits campagnols, ils se disent « Si, on pourrait essayer de nager pour aller jusqu'à l'île. » Alors ils se motivent tous ensemble, ils se lancent dans l'aventure, et puis tous les animaux de la forêt sont curieux de savoir s'ils vont y arriver. Est-ce qu'ils ne vont pas se noyer? Ça pourrait être marrant, ça ferait des restes. Donc les voilà, ils partent à la nage, et puis tout le monde se moque d'eux en disant « Ouais, vous êtes nuls, vous n'allez pas y arriver, vous êtes trop petits. » Et au fur et à mesure, ils abandonnent. Les oiseaux, ils surveillent aussi, ils leur disent « Non, c'est pas possible, hein, vous n'y arriverez pas. » Et ils abandonnent. Sauf un. Il va jusque sur l'île, il se rend compte que l'herbe n'était pas plus verte sur le pré d'à côté, il revient, et tout le monde est là « Waouh, c'est incroyable ce que tu as fait! Comment tu as réussi ?» Et il enlève ses bouchons d'oreille, il dit « Quoi ?» Eh ouais. Alors, comme chaque histoire, on a des leçons à tirer. La première, c'est que nos campagnols, ils avaient des compétences. Ils ont trouvé la motivation, alors ils ont été capables de réaliser cette performance. La deuxième, c'est que ça vaut le coup d'arrêter de considérer ce que les autres pensent de nous. Oui, il y a le seul qui a arrêté d'écouter, qui a réussi finalement son exploit. Les autres auraient peut-être pu.
Et enfin, un dernier point, on ne voit chez les autres que ce qu'on a en soi. Les autres animaux qui étaient là à critiquer, ils avaient surtout peur. Ils avaient peur de ne pas y arriver, eux, à faire cet exploit-là, alors que des toutes petites souris y arriveraient. Et au contraire, d'autres vont pouvoir voir du courage. Du courage, ils en ont aussi, donc ils peuvent aussi tenter l'aventure. Et c'est quand on prend conscience de ce dernier point que c'est le moment de changer. Et le comportement change avec une prise de conscience et une volonté de changement. Alors je vais illustrer ça avec une expérience toute simple. Je pense que beaucoup d'entre vous ici, vous avez le permis de conduire. Alors rappelez-vous, quand vous n'aviez pas le permis de conduire, justement, vous vous disiez « bon, bah, ça a l'air facile de conduire ». Vous étiez inconscient d'être incompétent. Et puis, vous avez commencé les cours de conduite. En fait, c'est pas si simple. Il faut passer ses vitesses, il faut freiner, accélérer, mettre ses clignotants. Ils étaient donc conscients d'être incompétents. Une fois qu'on a son permis, on est conscient d'être compétent parce qu'on connaît toutes les règles. OK, il faut faire comme ça, j'arrive dans mon rond-point, je passe en deuxième, etc. Et au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'on prend la voiture, eh bien, on passe dans la dernière étape d'être inconscient d'être compétent. C'est devenu tellement normal que finalement, ça va tout seul. Je vous passerai la dernière étape possible quand on est trop vieux et qu'on... Voilà, je ne vais pas aller jusque-là. Je pense qu'on n'est pas encore concerné ici. Ce n'est pas le rendez-vous des troisième âges. Donc, arrêtez d'écouter les autres et croyez en vous. C'est un basique, mais on perd souvent de vue. Moi, la première. C'est bien plus facile quand c'est les autres qui croient en nous. C'est bien plus facile d'être aimé par les autres que de s'aimer soi-même. Alors justement, je vais vous parler un peu d'amour. Et je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Attention, ce n'est pas les langages que vous connaissez. Hein. Bon, c'est une théorie qui est proposée par Gary Chapman et qui présente en fait 5 façons d'exprimer et de recevoir dans l'amour avec nos partenaires. Alors on va avoir le contact physique, donc bisous, câlins, tout ce que vous voulez. Les cadeaux, des fleurs, des souvenirs, des bijoux. Les paroles valorisantes, se dire qu'on s'aime, se faire des compliments, s'encourager. Les moments de qualité, faire quelque chose ensemble, aller au resto, au ciné, faire une promenade. Les services rendus, c'est une tasse à café, c'est un lave-vaisselle débarrassé, le balai qui a été passé, des choses toutes basiques. Avec mon mec, j'aime bien le prendre en exemple, il s'appelle Thomas. Lui, souvent, le matin, il me prépare mon petit déjeuner. Il y a un petit pain beurre, un café. Et puis, de temps en temps, il m'achète un pain au chocolat. C'est pas grand-chose, mais je sais que c'est sa façon à lui de me dire qu'il m'aime. Et comme je le sais, je peux plus facilement le recevoir. Et me rendre compte à quel point c'est important, cet amour. Moi, j'aimerais mieux qu'on passe du temps ensemble. Par exemple, j'aime bien télétravailler dans la même pièce. J'ai besoin qu'il m'encourage, qu'il me complimente. Mais comme je sais que ce n'est pas sa façon à lui d'exprimer ses sentiments, eh ben, j'arrive à recevoir son amour à travers autre chose. Donc gardez-le pour vous, c'est assez important ce concept. Dans nos relations professionnelles, ce n'est pas tout à fait de l'amour qu'on attend, plutôt de la reconnaissance. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour féliciter ma collègue Coralie pour son travail. Allez, Coralie, c'est le moment de monter sur scène. Est-ce que tout le monde, vous pouvez l'applaudir avec moi ? Coralie ? Mince. Vous le sentez, le malaise ? C'est celui de Coralie. Moi, je voyais une façon de lui montrer ma reconnaissance, mais je la mets dans une situation inconfortable. Alors, j'ai imaginé qu'on pouvait avoir des langages aussi pour la reconnaissance, qu'on pourrait appliquer au travail. On va garder un peu les mêmes concepts, des paroles valorisantes, féliciter,
encourager, complimenter ses collègues. Des moments de qualité, c'est être à l'écoute, faire une pause café, un after work, un team building. Des services rendus, c'est aider à débugger, proposer un moment de pair programming, former ses collègues, les mettre en valeur. On n'a pas tous la possibilité de faire des cadeaux, j'avoue. Augmente, promotion, prime, formation, tout ça, c'est un peu réservé à nos managers. Mais on peut y participer, par exemple en formulant des rétroactions positives. Et pour Coralie, la Coralie, elle n'existe pas réellement, vous vous en doutiez. Mais une chose est sûre, c'est si elle ne dit pas aux autres ce dont elle a besoin, la façon dont elle veut être reconnue, je ne pourrais pas deviner. Et quand on ne peut plus attendre d'être reconnu, comment on fait? Alors il y a 2 ans, il y a Manon qui donnait une conférence ici au DevFest, qui s'appelle Contrôle Alt Dépression. Et elle parlait de se faire des câlins à soi-même. Je proposais quelque chose dans la même veine. Je proposais de vous reconnaître vous-même. Et pour ça, on va écrire un genre de log. Bon, ok, c'est plutôt un journal, mais je ne voulais pas vous faire peur. Promis, ce n'est pas le journal de Bridget Jones non plus. On reste dans l'inspiration de notre aventurier. Et notre aventurier est un poil prétentieux, il faut dire. Et c'est comme ça que je me suis inspirée d'un concept qui s'appelle le brag doc. Alors je vais expliquer ce concept-là avant d'aller plus loin. Le brag doc, c'est quoi? Brag, ça vient de l'anglais, ça veut dire se vanter. En fait, c'est tout simplement un outil qui va permettre de se vanter. Il y a plein de façons de l'appeler. Brag doc, hype sheet, accomplishment sheet, personal assessment document, career management document, career project diary, professional brag sheet, work achievement tracker, bref, il y en a plein. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est un outil qui sert à tracer ses performances professionnelles et à être reconnu de son manager. Ça permet de rendre son travail visible et ça facilite l'obtention de promotion et d'augmentation. Dedans, qu'est-ce qu'on y met? En fait, on y met tout simplement nos projets professionnels, les résultats qui y sont associés, quels étaient les objectifs, les métriques, quelles sont nos contributions, et on trace tout au long de l'année ce qu'on a appris, qui on a aidé, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée de base. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je n'avais rien compris. Déjà, je m'étais trompée rien que du titre. J'avais compris Black Dog au lieu de Brag Doc. Je ne parle pas très bien l'anglais, donc j'étais complètement paumée. Puis quand j'ai mis ça dans Google, forcément, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc la seule chose que j'ai trouvée, c'était un album de Led Zeppelin, qui était très bien, mais ça ne m'a pas avancé. Alors, j'ai continué de chercher, et en fait, je suis restée sur l'idée de base que j'avais compris, c'est-à-dire de noter dans un carnet toutes nos réussites, tous les compliments qu'on reçoit, les choses qui nous rendent heureux, pas pour le montrer aux autres, et encore moins à son manager, juste pour soi. Pour ces moments où le moral il n'est plus là, et qu'on a besoin de trouver quelque chose pour se sentir bien. Alors moi, ce soir, j'y mettrai ma fierté de parler devant vous. J'y mettrai éventuellement les retours sur l'appli de feedback, les rencontres que je peux faire dans cette journée, les bonnes paroles, les encouragements avant de monter sur scène, vos rires quand ma présentation était passable au départ. Je peux aussi mettre un entretien bien réussi, une réunion où j'ai su prendre la parole, un bug que j'ai corrigé fièrement. Ce n'est pas un journal intime, mais c'est un recueil de vos succès. Alors comment faire? Je vais proposer quelques idées. Déjà, un papier, un crayon, ou n'importe quel outil de prise de notes. Qu'est-ce qu'on note? La date, le contexte toujours très important, et ce qui vous a fait du bien. Et quand est-ce qu'on le fait?
Alors déjà, pas besoin d'être régulier. C'est pas tous les jours qu'on passe une bonne journée, qu'on a un truc sympa à en ressortir. Mais surtout, c'est de le faire sans tarder, parce que sinon on oublie. Et quand on a un coup de mou, eh ben on rouvre ça et on relit. Et ça fait du bien de se dire « Ah bah, il y a des gens qui ont rigolé à des choses que j'ai dit aujourd'hui et ça va me donner de la motivation, ça va retirer un peu de stress la prochaine fois qu'il faudra que je donne une conférence. » Donc c'est tout ça pour un outil pour se redire qu'on peut trouver de la joie dans des petites choses. Nous, on fait des petites choses. Il y en a d'autres qui font des grandes choses. Puis il y a des gens, ils font des choses complètement folles. Et je vais vous parler de la course des fous. Il y a 50 ans, en 1968, 9 marins quittent le sud de l'Angleterre. Ils vont se mesurer sur une course qui inspirera plus tard le plus connu Vendée Globe, dont d'ailleurs le départ est dans 3 semaines. Je vais vous montrer à quoi ressemble la course. Hop. L'objectif, évidemment, être le premier à parcourir les 55 000 km de course qui les feront passer par les 3 caps, Bonne-Espérance, Cap Horn et Cap Lewin. Pas dans ce ordre-là. Bonne-Espérance, Cap Lewin, Cap Horn. Ils peuvent partir du sud de l'Angleterre, donc au nord du 40e parallèle, à la date et du port qu'ils souhaitent. Ils peuvent prendre un bateau à 1 coque, à 2 coques, à 3 coques. Ils doivent passer ces 3 caps sans toucher terre, sans aide, sans ravitaillement. La victoire sera au plus rapide, donc en nombre de jours, calculé par rapport à la date de départ. Et la récompense, un globe en or et 5 000 livres sterling. C'est pas fou non plus. Donc les participants. On a 6 Britanniques, 2 Français, 1 Italien. C'est bon, j'en ai toujours 9. Il n'y en a qu'un seul qui finira le tour du monde. Il s'appelle Robin Knox-Johnson, il mettra 313 jours. Il y en a 4 qui abandonnent avant même le cap de Bonne-Espérance. Il y en a un qui abandonne juste après. Un autre fait naufrage juste avant l'arrivée. Pas de bol. Il y en a un qui sombre dans la folie. Attendez, je change de doigt, c'est plus facile. Il y en a un donc qui sombre dans la folie et qui envoie des mauvaises localisations, qui essaye de tricher avec les étoiles et qui finit par se jeter par-dessus bord. On ne retrouvera jamais son corps, juste son bateau. Et on retrouvera son carnet de voyage où il écrit qu'il a menti pendant tout le long de son voyage. Le dernier, c'est Bernard Moitessier. Le sillage s'étire, blanc et dense de jour, lumineux la nuit comme une longue chevelure de rêves et d'étoiles. L'eau court sur la carène et gronde ou chante ou bruisse, selon le vent, selon le ciel, selon que le couchant était rouge ou gris. Navigateur, écrivain, poète, il part de Plymouth le 22 août 1968. Il franchit cap après cap, largement en tête sur tous les autres. Seulement, plutôt que de remonter vers le nord pour célébrer sa très probable victoire, il abandonne la course et décide de poursuivre pendant 10 mois, toujours sans escale, sans aide, sans ravitaillement, pour aller dans les Polynésies françaises. Il écrit « Quand on a côtoyé si longtemps les grandes étendues jusqu'aux étoiles, plus loin que les étoiles, on revient avec d'autres yeux. Partir de Plymouth pour revenir à Plymouth, c'était devenu, au fil du temps, comme partir de nulle part pour revenir nulle part. Je continue sans escale parce que je suis heureux en mer et peut-être parce que je veux sauver mon âme. » Comme Bernard, tous les ans, on part de Plymouth pour revenir à Plymouth,
entraîné dans un cycle annuel de « je définis mes objectifs, je réalise mes missions, mes tâches, ce que l'on attend de moi, je m'évalue dans l'espoir d'obtenir l'augmentation, la promotion qui montrera que j'évolue. » Et est-ce qu'on sauve vraiment nos âmes ? Ce que fait Bernard à cette époque, ça s'appelle le refus de parvenir. Il est passé de la quête d'une victoire à la quête de lui-même. Je vous invite à le prendre en exemple, en recherchant d'autres choses. Un meilleur équilibre vie pro, vie perso, l'envie de sécuriser, d'approfondir vos compétences, la découverte de nouveaux horizons professionnels. Et tout ça pour éviter ça. Le principe de Peter. Et pour éviter de tomber dedans. Alors c'est un principe très simple. Je suis bon à mon poste, alors je peux évoluer sur le poste suivant supérieurement. Seulement, être bon dans ce qu'on fait, ça ne veut pas dire qu'on sera bon pour faire ce qu'il faut faire à l'échelon suivant. Par conséquent, avec le temps, tout poste en viendra à être occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Et là où ça fait mal, c'est quand c'est un manager qui était techos qui nous arrive là. Alors si je prends effectivement cet exemple tout bête, on commence tous à peu près développeurs. Certains vont ensuite partir dans les branches expertise, architecture, d'autres dans la partie gestion de projet, et puis certains finissent managers, pour notre plus grand malheur. Car être managé par quelqu'un d'incompétent peut se révéler extrêmement dangereux. Et si je paraphrase Perry Belcher, rien ne tuera plus vite un bon employé que de voir l'entreprise tolérer un mauvais manager. Alors attention, nos managers, en vrai, ce sont des victimes. Ils ont subi le système qui les a poussés à arriver à leur niveau d'incompétence. Et avant d'être manager, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils seraient incompétents. On n'est pas manager avant d'être manager. Alors, on dit stop. Et on se pose les bonnes questions. Je vous en ai proposé quelques-unes. Déjà, on se pose des questions sur soi. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quelles sont mes limites? Et sur le poste à venir, on se pose aussi des questions. Qu'est-ce que l'on va devoir faire? Est-ce qu'on en a envie? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je comprends ce que l'on va attendre de moi? Et surtout, qui va m'accompagner? Et comment? Et se faire accompagner, ce n'est pas que sur la passation, c'est sur du long terme. Et on le demande, et on l'exige à l'entreprise. Vous pouvez aussi demander comment ça se passe pour faire machine arrière. Parfois, on a l'impression de tourner en rond. C'est tout bête, mais si on change de point de vue, en fait, on évolue. Il n'y a donc pas une façon de progresser dans l'entreprise, dans votre carrière, dans vos métiers. Ne partez pas du. Et pour progresser, il faut apprendre à mieux dépenser son énergie. Je vous invite d'ailleurs à voir votre carrière un peu comme le marathon de votre vie. Quel serait l'objectif d'un marathon? Terminer la course. C'est ça le seul objectif. Et pour faire ça, on se prépare. On ne s'épuise pas à l'entraînement. On se construit un programme atteignable qui peut être révisé par étapes. On augmente la cadence, justement, toujours par étapes.
On soigne ces temps de récupération. On étudie le parcours de la course. Ravitaillement, section plus difficile. Et lors de la course, on n'oublie pas. On ne court pas contre les autres. On court pour soi. On trompe son rythme. On s'économise. Et je le répète, on n'oublie pas son objectif principal, terminer la course. Alors, arrêtez d'essayer de courir votre marathon comme vous courriez un 100 mètres. Préservez-vous. Retenez la maxime suivante. Work as hard as you rest. Faites des breaks quand vous en avez besoin. Et ne laissez personne vous empêcher de le faire. Et si on commençait maintenant? Je vais vous demander de fermer les yeux. Faites-moi confiance. Gardez les yeux fermés. Installez-vous correctement dans votre fauteuil. Mettez votre dos bien en contact avec le dossier. Maintenez juste ce qu'il faut de votre tête pour la laisser dans le prolongement de votre dos. Abaissez vos épaules. Relâchez vos bras. Déposez vos mains sur les cuisses. Les doigts relâchés. Prenez conscience des zones de contact de votre dos avec le dossier. Et sentez, à chaque inspiration, vos côtes se soulever, puis s'abaisser à chaque expiration. Laissez vos poumons prendre toute la place qu'il leur convient. Respirez librement. Sentez également le va-et-vient de votre ventre au rythme de votre respiration. Relâchez les muscles fessiers. Laissez-vous porter par votre siège. Sentez l'arrière de vos cuisses posées sur l'assise de votre fauteuil. Relâchez vos mollets. Ressentez vos pieds bien en contact avec le sol, comme s'ils pouvaient s'y planter, s'y enraciner. Prenez quelques instants pour ressentir votre corps relâché. Imaginez-vous à présent dans un endroit qui vous fait du bien, réel ou imaginaire. Ça peut être une plage, en forêt, chez vous. Prenez le temps de vous imprégner de l'endroit, de ces bienfaits qu'il vous apporte. Inspirez tranquillement, comme pour vous l'approprier. Ressentez ce qu'il se passe autour de vous. Fait-il chaud ou froid? Sentez-vous du vent, la chaleur du soleil qui chauffe votre peau? Continuez de respirer doucement. Quels sont les bruits qui vous entourent? Le roulis des vagues, la neige qui craque sous vos pieds, vos proches qui s'affairent. Inspirez et expirez.
Quelles sont les odeurs qui vous reviennent? Un bon repas au four, de belles fleurs, la pelouse fraîchement tondue. Appréciez cet endroit ressource encore quelques instants. Inspirez, expirez. Reprenez maintenant contact avec le moment présent, avec les bruits environnants. Ressentez vos points de contact avec le siège. Bougez légèrement les pieds, les mains. Frottez-vous le visage, les bras. Rouvrez les yeux et étirez-vous. Alors, si vous avez des voisins qui dorment, ne les réveillez pas. Ils ont besoin de ce sommeil, ok? Levez la main si vous vous sentez mieux, si vous avez retrouvé un peu de motivation comparé à tout à l'heure. Qu'ai-je réellement fait? J'ai changé d'environnement, le ton de ma voix, mon discours. J'ai partagé avec vous ma propre motivation. Et parmi vous, certains ont choisi de se remotiver. Si j'avais le pouvoir de remotiver les gens, vous seriez tous là à lever la main. Mais ce pouvoir, il n'appartient qu'à vous. Alors moi, dans ma sacoche d'aventurier de la motivation, j'ai mis 4 choses. Le droit de croire en moi, de trouver de la joie dans des petites choses, de faire des progrès à ma façon et de prendre un break quand j'en ai besoin. Avant de vous laisser repartir avec ces quelques idées en tête, je vais glisser une dernière chose dans vos sacoches. Pour vous et pour les autres, osez dire merci. Aujourd'hui, hier peut-être pour certains, vous avez vu plein de conférences sur plein de sujets très différents. Félicitez les speakers. Même si vous n'avez pas forcément appris grand-chose, prenez le meilleur de leur talk et dites-leur merci. Car derrière chaque sujet, derrière chaque speaker, il y a des heures de boulot pour imaginer le sujet, le préparer, le répéter, et potentiellement des heures de stress, dès la sélection jusqu'à la dernière minute de sujet. Certains en font leur métier, d'autres, comme moi, sont carrément pris des jours de congé pour être là. Vous allez également faire plein de rencontres avec les amis de vos amis, avec les collègues de vos collègues, avec les collègues de vos amis, avec les amis de vos collègues, on peut tout mélanger, mais aussi avec les sponsors. Vous pouvez les remercier d'être là et de financer cet événement. Avec les bénévoles qui, au-delà de vous servir votre verre de café, sont là pour vous, en fait. Et peut-être même avec les orgas, si vous arrivez à les croiser pendant qu'ils courent partout pour que vous passiez un super événement. Prenez 30 secondes et dites-leur merci. Et je vous propose de commencer à dire merci dès maintenant. Alors vous allez penser à un collègue, un ami, un proche que vous auriez envie de remercier. Je vous laisse choisir. Ok, je pense que vous avez eu le temps de trouver, j'espère. Allez, vous allez prendre vos téléphones.
Allez, tout le monde sort son téléphone. Ok, vous êtes prêts? Vous allez écrire pendant que je dicte. Promis, c'est sérieux. Alors, je viens de voir une conférence. Je viens, V-I-E-N-S, de voir une conférence, C-O-N-F-E, accent aigu, R-E-N-C-E. Virgule. Le caractère, hein, pas le mot. Je viens de voir une conférence, virgule. On y parlait, AIT, d'oser, D'-O-S-E-R, dire merci. Point. Je viens de voir une conférence, virgule. On y parlait d'oser dire merci. Point. J'ai pensé à toi. Pensez et à accent grave. Alors je te le dis, DIS, 2 points, merci. Voilà, vous pouvez envoyer. À mon tour. Pour terminer, c'est moi qui vous remercie pour ne pas avoir quitté la salle quand je vous ai invité à le faire. Et surtout, merci d'être venu. Et comme il nous reste un peu de temps pour des questions, je vous propose qu'on ne fasse pas de questions. Bon, sauf si vous en avez vraiment, vraiment envie. Mais sinon, ce que j'aimerais bien proposer, c'est que si on a parmi vous qui ont envie de prendre la parole et remercier quelqu'un, maintenant, tout de suite, vous n'hésitiez pas à prendre le micro et à remercier cette personne devant l'Assemblée. Et si vous n'osez pas, je prends aussi les questions.